Nous allons démarrer cette septième rencontre. Je faisais le comptage ce matin et nous sommes à 7 rencontres des Mines Paris Alumni. Merci parce que je vois des noms revenir de session en session et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire. Donc, je suis Émilie Régnier, Lodi d'ADEC Conseil en RSE et développement durable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fleur Montandon de l'ONG Cosmos for Humanity. Cette ONG a été fondée en 2021 et elle a plusieurs casquettes, plusieurs missions, notamment celle de faire prendre conscience que l'espace n'est pas un environnement comme un autre, certes, mais pour autant qu'il a besoin d'être pris en compte dans les démarches de développement durable. Ce qui n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. Et Fleur va vous démontrer pourquoi et comment. Cosmos for Humanity a aussi d'autres casquettes, celle de faire de l'advocacy, celle de former. Elle a aussi, cette ONG, la possibilité, enfin, et a développé un label d'espace responsable, enfin, de gestion de l'espace de façon responsable. Donc, Fleur va vous expliquer tout cela. Elle va aussi se présenter puisque c'est une ancienne des mines. Comme ingénieure civile, elle est rentrée dans l'école en 2003 et sortie en 2006 et elle a eu une belle carrière dans l'industrie juste avant cette expérience chez Cosmos for Humanity où son rôle est de coordonner la RSE. Donc merci beaucoup Fleur pour ton temps, pour nos échanges. À chaque fois, j'en ai appris enfin, j'ai appris de nouvelles choses quand on a préparé cet événement et je pense que vous allez en apprendre aussi beaucoup parce qu'on se rend compte que l'espace est dans l'angle mort du développement durable encore aujourd'hui. C'est à toi, Fleur. Eh bien, merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Théophile aussi pour l'organisation de ces rencontres. Bonjour à tous. Pour l'instant, je peux encore voir quelques noms parmi les participants. Il y a des gens que je connais et je souhaite en particulier saluer mon mentor du temps où j'étais aux mines, que j'ai reconnu parmi les participants et du coup, je suis très contente de le retrouver sur cette présentation. Alors, au moment où on a échangé avec Émilie et Théophile pour organiser cette rencontre, la question grammaticale en fait du titre s'est posée de dire est-ce que c'est développement durable du secteur spatial ou est-ce que c'est développement durable et secteur spatial ou et l'espace. La question s'est posée, vous verrez pourquoi au cours de la présentation. Je vais déjà commencer par vous montrer en quoi l'espace et les services spatiaux et notamment les services satellitaires sont indispensables au développement durable sur Terre, puis comment l'espace en tant qu'espace extra-atmosphérique, en tant qu'environnement, est pris en compte dans les démarches de développement durable, et enfin quelques pistes pour faire évoluer, améliorer un petit peu la situation. Je vais essayer de me tenir aux 40 minutes de présentation pour avoir 20 minutes de temps de questions-réponses. Et puis Émilie, qui a déjà eu voilà, quelques répétitions sur la rencontre, pourra éventuellement répondre à des questions. Si je parle d'espace, je vais plutôt m'intéresser aux orbites terrestres par abus de langage. Alors, mon parcours, c'est dans des industries complexes. J'ai commencé dans le nucléaire. J'ai passé une dizaine d'années. À l'époque, c'était encore le groupe Areva, qui aujourd'hui s'appelle Framatome et Orano. Et j'ai rejoint, après par passion, l'aéronautique. Et jusqu'à présent, j'étais dans des postes plutôt opérationnels et c'est chez Daher où je suis devenue directrice du développement durable, où j'ai enrichi en fait la vision des opérations par une approche de développement durable qui est un peu plus systémique et qui à la fois regarde du court terme et du très long terme. Et j'ai gardé cette approche de développement durable en rejoignant l'ONG Cosmos for Humanity. Ce que personnellement j'aime dans ces secteurs industriels, c'est qu'ils sont particulièrement réglementés et notamment le nucléaire et l'aéronautique sont réglementés avec des autorités de surveillance et de contrôle très forts, qui soient organisés au niveau mondial et qui se déclinent ensuite au niveau régional, national et puis après déclinés dans les manuels, dans les systèmes de management des entreprises. Donc vous allez retrouver par exemple dans le nucléaire l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et puis son pendant l'ASN au niveau français. Dans l'aéronautique, vous avez l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et côté espace,
Je vous avoue que naïvement, quand je suis arrivée dans le milieu, je m'attendais à retrouver un peu cette structure pyramidale d'autorité régulatrice. Et ben, en fait, pas vraiment. Alors, certes, vous avez des agences spatiales, mais les agences spatiales sont en fait plutôt des exploitants et n'ont pas d'autorité, enfin de rôle d'autorité régulatrice. Ça va être les États qui sont régulateurs, mais ils ont leurs lois ne sont valables que pour des industriels qui exploitent sur leur territoire ou qui veulent éventuellement vendre des services vers ce pays-là. Vous avez l'Union internationale des télécoms, qui, elle, coordonne évidemment, par exemple, l'attribution des fréquences pour pouvoir communiquer avec les satellites, mais cette union n'a pas de rôle ni de moyens d'ailleurs de contrôle. C'est-à-dire que si jamais vous ne respectez pas vos fréquences ou que quelqu'un de la Terre brouille des fréquences satellitaires, ben c'est à chaque exploitant ou à chaque État en fait de se doter de moyens. Alors voilà pour les premiers points communs et les premières surprises, on va dire, au niveau de l'espace. Alors, l'espace, je vais commencer par le traité de l'espace qui est quand même si je disais qu'il n'y avait pas de ce côté pyramidal de réglementation, il est quand même, il s'inscrit quand même dans le traité de l'espace, dont le nom complet est le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, qui déjà en 1967 avait inscrit en fait l'accès à l'espace et notamment les orbites terrestres comme un bien pour tous, pour tous les États, et qui ne devait pas être lié au développement économique, technique et scientifique de chaque État à chaque moment. C'est-à-dire tout le monde doit pouvoir bénéficier des services spatiaux. Et finalement, cette philosophie, on la retrouve dans la définition du développement durable, qui sera fixée 20 ans plus tard dans le rapport Brundtland, qui dit, si je paraphrase, qu'on ne doit pas utiliser toutes les ressources aujourd'hui et ne rien laisser pour les générations de demain. Donc finalement, on retrouve bien cette logique-là. Et dès 67, ils avaient déjà pressenti que l'espace devait rester un environnement pour tous. Néanmoins, ils n'avaient peut-être pas anticipé, dans le bon sens du terme, en fait, tout ce que l'espace pourrait apporter pour le développement durable sur Terre. Alors pour ceux qui sont peut-être pas très familiers des acronymes du développement durable, SDG en anglais, c'est Sustainable Development Goals, et c'est le terme consacré pour les 17 objectifs de développement durable, ODD en français, promus par l'ONU, qui couvrent énormément de domaines, et je vous en montrerai quelques-uns un peu plus tard. Et l'espace est particulièrement nécessaire pour pouvoir piloter, monitorer, structurer, aider. Alors, on va commencer par les observations terrestres et puis surtout tout ce qui va toucher le changement climatique ou l'observation climatique, qui sont évidemment possibles qu'à partir d'observations satellitaires. De même, les catastrophes naturelles peuvent être éventuellement prédites, et puis les secours peuvent après être coordonnés, les interventions, grâce aussi à des observations terrestres. Ces observations terrestres sont aussi très utiles pour la protection de la faune et de la flore. Et à ce titre-là, je vais citer l'exemple de l'Agence spatiale philippine qui a mis en place la cartographie de leurs mangroves avec des cartes qui sont générées par l'IA à partir des observations satellitaires. Et au-delà de cette utilisation des données satellitaires, ils cherchent à recruter des citoyens, donc des citoyens philippins, enfin des gens qui iront infirmer ou confirmer la pertinence de ces cartes-là en allant localement observer la mangrove. Donc là, on est bien dans un exemple d'interaction entre l'espace, la flore et la faune, quelque part, de la mangrove, et aussi les citoyens. L'espace et les satellites sont évidemment nécessaires pour les télécommunications. Cela permet d'offrir des services de communication dans des zones qui ne sont pas ou qui ne sont plus couvertes par des moyens terrestres. Donc ça va être, on revient aux catastrophes naturelles quand tous les réseaux terrestres sont détruits. Cela permet aussi, par exemple, en cas imaginons une cyberattaque des réseaux terrestres,
offrir une alternative de résilience, mais cela permet aussi de couvrir des territoires où la densité de population, par exemple certains territoires africains notamment, ne sont pas économiquement et industriellement viables par des solutions terrestres telles que nous on les connaît en Europe, par exemple. Il y a aussi des applications de santé avec, par exemple, un monitoring de performance sportive ou alors de l'assistance à guidage visuel, par exemple, qui peuvent être faits par satellite. Et ce qui était pour moi un peu moins intuitif, par exemple, c'est que l'espace et puis le secteur spatial est aussi source de progrès dans les droits humains. Alors toujours par les observations terrestres, les observations depuis les satellites, on peut observer des mouvements de population. Typiquement, la déportation de grands mouvements contraints de population peuvent être démontrés par des observations terrestres. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant aussi quand j'ai plongé un peu plus dans les chiffres pour préparer cette rencontre, c'est que le secteur spatial, comme tout secteur industriel et technologique, au niveau mondial, a une parité qui est dans les moyennes d'un monde industriel et technologique. Donc, on va retrouver une trentaine de pourcents de femmes et ce pourcentage baisse quand on prend les femmes en fonction de management. Mais de manière intéressante, il y a des grandes disparités régionales et notamment dans les agences spatiales africaines, on va retrouver 41% de femmes et cette proportion augmente même quand on est sur des fonctions de management. Donc, c'est intéressant aussi de se rendre compte que le secteur spatial, alors, dans certains territoires, c'est aussi un vecteur de promotion de la parité et de l'inclusion. Le secteur spatial et toutes les industries qui travaillent globalement sont engagés dans le développement durable. Ils n'ont pas attendu notre ONG pour s'en préoccuper. Si je parle du développement durable avec les grands indicateurs et les grandes initiatives de développement durable mondial, on va bien les retrouver. Alors, je vous en présente quelques-uns, qui est l'initiative de l'ONU sous UN Global Compact, qui promeut justement les engagements sur les objectifs de développement durable. On va bien retrouver une centaine de participations qui sont inscrites dans la catégorie spatiale et défense. Et on va retrouver à peu près le triple sous la catégorie télécommunications. Là, je ne sais pas discriminer ceux qui sont un peu plus télécommunications dépendants du spatial et d'autres plus terrestres, mais c'est pour bien montrer que finalement, l'industrie dans son ensemble et le spatial en particulier rentre bien dans ces grandes démarches nationales et internationales de développement durable. Une autre initiative très importante dans le développement durable qui est le CDP pour le Carbon Disclosure Project. Initialement, c'était une initiative où les entreprises renseignent et quantifient leur plan d'action de décarbonation. On retrouve à peu près le même nombre de participants que pour le développement durable global. Et ce qui est intéressant avec le CDP, c'est que sur la durée, c'est imposé comme une référence, en fait, ou un critère que beaucoup d'entreprises commencent à mettre, par exemple, dans leurs appels d'offres, pour chercher un fournisseur qui réponde à leurs besoins. J'ai observé plusieurs fois des appels d'offres où ils mettent une note minimum que le fournisseur doit obtenir au CDP pour pouvoir prétendre être fournisseur de rang 1. Et cette logique du développement durable, en mettant comme ça des critères de performance, en fait, sur des critères de développement durable, ben, ça crée comme ça une amélioration et une interdépendance sur toute la chaîne de valeur. Le CDP s'est étendu, est partie du climat, et puis s'est étendu à 5 autres domaines, eau, forêt, biodiversité et plastique. Et là, ça amène à la conclusion, enfin à la transition suivante, qui est ces thématiques-là, on reste bien sur Terre, enfin sur la planète Terre. Et quand on regarde les fameux 17 objectifs du développement durable, qui sont très riches, on va bien retrouver la protection du climat, on va bien retrouver la protection de l'eau, on va bien retrouver, alors que ce soit l'eau douce rivière ou les océans, on va bien retrouver la protection de tout ce qui est sol, lutte contre les pollutions, on va bien retrouver
biodiversité, tout ce qui va être droits de l'homme, que ce soit sur l'éducation ou la lutte contre la faim. Mais quand on regarde de plus près, aucun de ces objectifs ne cible explicitement l'espace extra-atmosphérique. Et pourtant, c'est un espace qui est pas si loin de nous. Je me rappelle d'un commentaire quand Thomas Pesquet était dans l'ISS, où l'ISS qui est à peu près à 400 km d'altitude, ben, quand il survole Paris, il est finalement plus proche de Paris que Paris n'est proche de Lyon. Donc, c'est intéressant de s'apercevoir, et ça c'était une de mes découvertes quand je suis rentrée dans l'ONG, ben, de prendre conscience qu'il y a un angle mort dans la démarche de développement durable, qui est tout à fait applicable, mais aujourd'hui, c'est un angle mort. Alors, le spatial, je ne vais pas dire que c'est normal, mais il y a une histoire et c'est quelques difficultés d'appréhension. Pourquoi ce n'est pas immédiatement inscrit dans cette démarche? Alors, déjà, quand on parle d'espace ou quand je vous parle des orbites, qu'est-ce qu'on appelle l'espace? Alors, on parle d'espace extra-atmosphérique pour la définition exacte. Et là, la première définition, je l'ai prise dans le journal officiel, c'est l'altitude à partir de laquelle la densité de l'air permet la sustentation d'un aéronef. Donc ça, c'est une définition à partir d'une caractéristique physique de cette zone géographique. Et par convention, on considère que c'est à partir de 50 km d'altitude. Il y a une deuxième altitude qui est marquante, qui elle par contre est fixée, c'est 100 km, qui s'appelle la ligne de Kármán. Celle-ci est définie par la Fédération aéronautique internationale et franchir la ligne de Kármán est une condition nécessaire pour pouvoir être qualifié d'astronaute. C'est-à-dire que tout vol entre 50 et 100 km d'altitude est bien un vol spatial, au sens de la définition dont on est bien dans l'extra-atmosphérique. Néanmoins, ce sera qualifié de vol touristique. Voilà. Cet environnement qui est le spatial est un peu, voilà, on a déjà une définition qui, je ne vais pas dire qui est floue, mais c'est pas une définition où on peut dire, voilà, à partir de là, on est sûr d'être dans l'espace. Je vais utiliser quelquefois le mot environnement parce que si j'utilise le mot espace pour définir une zone géographique, c'est un peu, ça peut être porté à confusion avec ce qu'on entend comme extra-atmosphérique. Cet environnement a aussi des ressources qui sont très particulières. Alors, je ne vais pas parler des astéroïdes, où là, on va avoir des ressources minières, mais je vais plutôt parler justement des orbites. Pour pouvoir exploiter cet environnement, il faut déjà pouvoir y aller. Donc, il faut avoir encore des créneaux orbitaux disponibles. Il faut pouvoir traverser les orbites ou les altitudes plus basses pour aller dans l'orbite cible. Il faut peut-être avoir des orbites qu'on va appeler cimetières, des orbites qu'on accepte dans lesquelles on accepte de mettre des satellites qui ne sont plus opérationnels ou des débris, mais où on sait que ça gênera le moins possible. Pour pouvoir exploiter dans l'espace, on a besoin de radiofréquences. Or, quand vous avez un opérateur de type Starlink qui cherche à mettre plusieurs milliers de satellites en orbite, c'est autant de bandes de fréquences qu'il s'approprie, parce que le principe de l'Union internationale des télécoms, c'est que le premier qui demande, c'est le premier servi. Donc là, par exemple, c'est aussi une ressource où il peut y avoir conflit. On peut aussi signaler que avoir des orbites et un ciel qui est sombre et silencieux, c'est quand même d'une grande importance pour tout ce qui va être connaissance astronomique. J'ai lu qu'en 2023, on estimait déjà que 3% des observations astronomiques auront une traînée satellitaire visible sur leurs images. Donc ça signifie autant de temps perdu pour avoir des informations traitables pour l'astronomie. C'est un environnement aussi où, aux dernières nouvelles, on n'a pas trouvé de traces de vie. Donc ça m'amène à deux anecdotes. La première, c'est que je vais essayer d'éviter le mot pollution, même si par lapsus il pourrait m'échapper, parce que le terme juridique de pollution est très souvent lié à des nuisances sur des organismes vivants. Ce qui a permis d'ailleurs de requalifier de pollution des artefacts humains qui étaient envoyés dans les grandes profondeurs océaniques. Et à partir du moment où on a trouvé de la vie, des organismes vivants
à ces très grandes profondeurs, du coup, ces artefacts humains ont été qualifiés de pollution. Dans l'espace, parler de pollution, c'est un peu compliqué, du coup, juridiquement. Et puis, l'espace, les gens n'ont pas, enfin, quand je dis les gens, c'est la majorité des citoyens, moi-même, avant de m'en préoccuper, on n'a pas nécessairement conscience de ce qui se passe dans cet espace et comment ça évolue. Petite anecdote pour l'enregistrement de Cosmos, quand on a fait la première demande pour obtenir le statut d'intérêt général. Alors, ça n'engage que la vie personnelle du fonctionnaire de Bercy qui avait traité notre demande, mais initialement, ça avait été refusé parce que ce fonctionnaire considérait que l'espace n'était pas un environnement à protéger. Alors, c'est faux parce que la loi sur les opérations spatiales françaises dit qu'il faut limiter les débris dans l'espace, entre autres, mais c'est bien la preuve, pour moi c'est plutôt symptomatique du fait qu'on n'imagine pas que ce qui se passe au-dessus de nos têtes mérite aussi une protection. Et c'est d'autant plus important que c'est un environnement qui se dégrade naturellement sur la durée. C'est-à-dire que là où on avait vu lors du confinement que l'arrêt brutal des activités humaines permettait à beaucoup d'écosystèmes de se régénérer, enfin, c'était plutôt une amélioration qu'on voyait sur ces environnements-là, on verra que les orbites basses terrestres, en fait, ont plutôt tendance à se dégrader. Donc ça, c'est aussi contre-intuitif quand on arrive avec des concepts bien rodés sur Terre et qu'on essaye de les appliquer à l'espace. Alors, ce qui est aussi très caractéristique de l'espace ces dernières années, c'est que l'exploitation spatiale alors j'ai décollé, j'ai beaucoup aimé ce jeu de mots, mais c'est surtout a pris une ampleur qui n'était pas le cas jusqu'à il y a très récemment, il y a moins de 10 ans. Vous voyez que sur toutes les orbites, on a une augmentation, surtout depuis les années 2020, du nombre d'objets dans l'espace, mais que la partie charge utile, c'est-à-dire la partie qui va émettre des informations dans un satellite, enfin le satellite qui va pouvoir émettre des informations plutôt, c'est la partie sombre inférieure du graphique, et que il y a toute une cohorte de débris qui sont co-générés avec cette activité. Et donc, plus on envoie des charges utiles dans l'espace, plus on crée aussi de débris. Et c'est encore plus vrai quand on s'intéresse aux orbites basses. Alors, les orbites basses, qui s'appellent Low Earth Orbit, ou LEO par leur petit nom si jamais il m'échappe, vous voyez qu'à partir de 2020, il y a eu une très très forte occupation des orbites basses. Donc, il ne faut pas aller chercher, hein, c'est principalement Starlink, principalement pour de la communication et aussi un peu d'observation d'images. Donc là, on voit que cet environnement, et par défaut, j'ai plutôt parlé des orbites basses, et tout d'un coup est très très fortement exploité. C'est-à-dire, on pourrait faire des parallèles peut-être avec la révolution industrielle l'année dernière où certaines ressources tout d'un coup changent de vitesse d'exploitation. Là, pour l'espace, on voit qu'on avait une petite exploitation qui paraît rétrospectivement anecdotique et que depuis 5 à 10 ans, on voit une exploitation en milliers d'objets lancés et ça devrait prendre quasiment encore un ordre de grandeur sur les prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'on envoie dans les orbites et qu'est-ce qu'on sait suivre? Alors, on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 9000 satellites manœuvrables catalogués en orbite, dont 75% qui sont de la constellation Starlink. Alors, un satellite manœuvrable, c'est déjà un satellite en exploitation et qui a des capacités de manœuvre qui lui permet éventuellement d'éviter une collision ou qui lui permet aussi, en fin de vie, de se désorbiter. Un satellite, c'est au moins une dizaine de centimètres de taille. Et donc, quand vous comparez les 9000 satellites manœuvrables par rapport aux 34 000 objets catalogués en orbite, dans les 34 000 objets catalogués, vous allez avoir les petits satellites dits CubeSat, qui sont des petits satellites de la taille d'un Rubik's Cube, donc 10 cm de côté, qui peuvent être exploités seuls ou en combinaison jusqu'à 24 unités,
qui n'ont aucun système de manœuvre, qui ont une durée de vie dans l'espace de 3 à 12 mois, qui sont très simples à envoyer en orbite. Ça coûte pas très cher, parce que je me suis renseignée, mettre un petit CubeSat en orbite, c'est à peu près 50 000 euros pour le construire et 100 000 euros pour le mettre en orbite. Donc, au prix d'une très belle voiture de sport, vous pouvez avoir vos petites satellites en orbite. Et surtout, cela rend hyper accessible des projets de recherche ou des projets académiques où on peut tout d'un coup aller chercher des données directement de l'espace et surtout avoir ses propres données et pas dépendre de la mise en commun de données étatiques ou de grands domaines de recherche si nous on a envie d'avoir un capteur très particulier. Le problème de ces CubeSats, c'est que ils n'ont pas de capacité de manœuvre et que ça fait autant d'objets qui sont en orbite. Et tous les objets en orbite, ils circulent par définition à une vitesse entre 6 à 16 km par seconde, ce qui signifie qu'une collision entre deux objets à cette vitesse-là, ça crée encore plus de débris. Et là, on a le risque du syndrome de Kessler. Kessler, c'est le nom du scientifique américain à la NASA qui, en 1978, avait déjà alerté sur le risque d'une réaction en chaîne d'un débris percutant un objet, créant ainsi des débris qui eux-mêmes vont percuter un autre objet et recréer des débris. Donc un peu, moi j'ai retrouvé le principe de masse critique du nucléaire. Et autant on ne sait pas aujourd'hui précisément déterminer la masse critique de débris dans l'espace, mais beaucoup d'exploitants se disent qu'on arrive dans certaines orbites où il y a quand même beaucoup de choses qui circulent et sur lesquelles on a peu d'influence. En effet, un objet, il n'a pas besoin d'être gros pour créer des dégâts. En dessous d'un centimètre, on est déjà au million d'objets estimés. C'est-à-dire que estimés, on ne sait pas aujourd'hui depuis la Terre les suivre. On les estime et à partir d'un millimètre, c'est 130 millions d'objets qu'on estime. Et ces objets-là, ils créent aussi des petits impacts. Donc, ça commence à être très, on va dire, encombré dans l'espace. Un débris par rapport à un satellite, il se caractérise comme étant un objet qui est ni manœuvrable, donc il ne peut pas faire de manœuvre d'évitement, et surtout, il est ni communicant. Donc, ça veut dire qu'un satellite sans capacité de manœuvre et qui est en fin de vie ou qui tombe en panne, en fait, ça devient tout de suite un débris. Il n'y a pas de, on va dire, d'échelle de valeur industrielle sur ce qu'on appelle débris. Un débris, c'est juste un objet sur lequel on n'a plus aucune influence. Je vous ai mis quelques images que moi, personnellement, j'ai trouvées très parlantes et que je suis allée prendre sur le site de la NASA, que je vous invite à aller voir parce qu'il y a une très belle image vidéo et dynamique de ces images-là. La vue des orbites basses, donc en Léo, vous voyez que finalement, moi qui imaginais très naïvement qu'on avait un ciel qui était exempt de tout satellite, en fait, j'ai découvert que c'est très très dense et qu'en fait, dans cette reconstitution, on a presque du mal dans l'image du milieu à reconnaître la Terre. Donc l'image du milieu, c'est on voit au-delà des orbites géostationnaires, donc géo, en vue équatoriale, et sur l'autre image, vous l'avez en vue polaire des objets. Donc ça vous donne quand même une idée de tout ce qui peut aujourd'hui circuler dans cet environnement. Et tous ces objets-là sont aussi, alors il y a des débris qui sont historiques, mais il y a aussi beaucoup de débris qui sont créés avec l'intensification des activités industrielles récentes. Alors, le débris, ce sont des débris qui changent d'environnement. Donc, c'est vrai qu'on va parler de débris dans l'espace. Et toutes les agences spatiales et tous les acteurs sont conscients qu'il faut limiter les débris dans l'espace pour que ça reste exploitable. Et là, j'ai presque envie de dire, même les États-Unis l'ont dit parce que l'année dernière, en août 2024, ils ont promulgué une loi qui réduit de 25 à 5 ans le temps de désorbitage des satellites suite à leur fin de mission. Avant, un satellite avait 25 ans pour réentrer dans l'atmosphère. Et ce n'est plus possible vu l'encombrement dans les orbites. Donc, ils ont réduit cette durée à 5 ans. Alors, pour désorbiter, plusieurs façons. Soit le satellite a encore des capacités de désorbitage.
Donc, dans ces cas-là, ils manœuvrent et on pilote les trajectoires de retour sur Terre aussi pour viser les océans, pour limiter les risques de retour sur Terre. Ou alors, il y a des startups qui déploient par exemple comme des voiles, notamment dans les orbites basses. Les satellites sont encore soumis à du frottement atmosphérique et aux variations, aux effets des variations solaires. Et donc, avec ces voiles, en fait, on crée encore plus de frottement. Donc, ça augmente le désorbitage. Ils arrivent à atteindre 2 ans, je crois. Donc, c'est relativement efficace. Et cette loi-là dit, le débris doit plus être dans l'espace. Et moi qui arrive avec une approche de développement durable où on essaye de penser tous les systèmes comme interdépendants et sans dire c'est pas parce que j'ai déplacé mon problème d'une poche gauche à une poche droite que le problème a disparu, ça me gêne un petit peu à titre personnel de dire oui, mais en fait, si ça rentre sur Terre, ça ne disparaît pas. Il reste encore quelque part. Alors, parmi ce qui rentre sur Terre, ça se désintègre principalement dans l'atmosphère et tous les opérateurs conçoivent leurs satellites et leurs objets pour qu'il y ait moins d'une chance sur 10 000 que l'objet touche le sol s'il ne se désintègre pas complètement. Alors, il y a des matières qui ne peuvent pas se désintégrer autour de l'atmosphère, par exemple certains composants silicium des panneaux solaires des satellites, tout simplement parce que la température de fusion de ce matériau-là est supérieure à la température de réentrée dans l'atmosphère. Néanmoins, on estime quand même qu'il y a 5% de la masse des satellites qui a un risque de toucher le sol. Et l'année dernière, toujours en août 2024, lors d'un déploiement de satellites de Starlink, qui a eu un problème, on a retrouvé un morceau d'aluminium de 2,4 kg au Canada. Donc Starlink a fait une jolie communication en disant aussi qu'ils avaient revu leurs calculs et pour essayer de comprendre aussi comment leur modèle de retour sur Terre et de désintégration avait omis, on va dire, ce risque-là. Ils ont amélioré ainsi le modèle. Néanmoins, on commence à se rendre compte que plus on envoie des satellites sur l'espace, plus on a un risque que quelque chose nous tombe dessus. La réglementation, alors pour l'instant, je l'ai vu, surtout la réglementation américaine, met une limite de 15 joules sur l'énergie lors de l'impact sur la Terre. Alors, ils convertissent ça comme un grêlon d'une taille de 4,5 cm. 4,5 cm, Starlink dit il cherche à être plus conservateur et de limiter à 3 joules. Ça reste un grêlon de plus de 1,5 cm. Et pour ceux qui étaient parisiens il y a 10 jours et qui ont vu l'épisode de grêle à Paris où on avait des grêlons d'à peu près cette taille-là, on n'a pas envie d'être en dessous. Donc, c'est quelque chose où tout d'un coup, cet espace qui paraît lointain peut être concrètement nous toucher au quotidien. Et puis, il y a aussi la pollution atmosphérique. Là, pour le coup, on est bien dans la pollution terrestre et maritime, dans l'ordre de ces réentrées. 90% des particules, des métaux lourds dans les particules stratosphériques sont issus des réentrées satellitaires. Donc, on n'a pas un impact qui est négligeable. Ces particules, par la mécanique des vents, vont plutôt se concentrer dans les pôles, mais ils peuvent aussi passer de la stratosphère. Il y en a une petite partie qui va redescendre dans la troposphère, donc de 0 à 10 km. C'est là-dedans qu'on évolue. Donc, on va avoir une plus grande concentration, plus d'effets des métaux lourds qui peut arriver. Et surtout, ça peut avoir des effets, par exemple, sur la nucléation de la glace. On observe ça. Pour l'instant, on n'observe pas d'impact sur le changement climatique de ces particules-là. Néanmoins, les scientifiques se posent déjà la question de dire si leur concentration devait augmenter, parce que conformément avec les indications d'augmentation de l'activité spatiale, quel pourrait être l'impact sur le changement climatique, ou est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le climat. Donc c'est bien la preuve aussi que le spatial, en fait, c'est pas un environnement ou c'est pas une distance où ça nous impacte pas sur Terre. Finalement, il y a quand même une continuité de ce qui se passe sur Terre et de ce qui se passe dans l'espace. Merci beaucoup, Fleur. Il nous reste 14 minutes. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais les participants et participantes, n'hésitez pas si vous en avez. Je me permettais juste ce petit.
Merci beaucoup. Timekeeping. Voilà, merci. Alors, l'espace, eh ben, comment prendre en compte la dépendance au spatial et le développement durable? Eh ben, par exemple, pour les entreprises européennes qui sont soumises à la CSRD, donc c'est le Corporate Sustainable Reporting Directive, qui impose aux entreprises un formalisme et une exhaustivité dans leur performance de développement durable. Eh ben, quelle est l'incidence sur la population et l'environnement? C'est par exemple ce qu'on vient de discuter. Mais c'est aussi de dire, si jamais le spatial n'était plus accessible, qu'est-ce que ça nous coûterait? Comment ça nous impacterait? Et l'exemple pour moi le plus parlant, c'est que les transactions financières sont horodatées par satellite. C'est tout bête, mais se dire qu'on a un système bancaire qui ne sait plus quelle transaction est passée l'une avant l'autre, je pense qu'au moment où ça arrive, ça va créer un gros désordre. Donc, les directeurs du développement durable que j'ai croisés ne connaissent pas du tout leur dépendance au spatial. Eux, ils disent, ben, on a une solution robuste, technologique, de la redondance, effectivement. Mais par contre, ils sont quand même structurellement dépendants que ce service puisse exister. Et donc, les entreprises du spatial savent bien que s'ils envoient un satellite où la durée de vie ou le business model était prévu pour 5 à 10 ans et qu'au bout de 1 à 3 ans, il se fait mettre hors service par un débris, ben, leur business model s'effondre. Donc, ces entreprises-là sont plus sensibilisées que les autres sur l'enjeu de préserver le spatial, mais les autres entreprises ont aussi un, un, un intérêt à préserver cet environnement-là. Alors, finalement, pour pouvoir le prendre en compte, il faut le mesurer. Et là, je vais vous présenter aussi rapidement quelques initiatives. PEFCR, donc un acronyme de la Commission européenne pour mesurer l'empreinte environnementale d'un produit, qui est un standard de calcul et de comparabilité qui est décliné pour chaque secteur et qui est décliné notamment pour le secteur spatial. Ça permet plus de transparence, ça permet partage d'informations et ça permet de mettre en place des critères de comparabilité si vous voulez créer sur votre chaîne de valeur une convergence d'intérêts sur des objectifs de développement durable. Et aussi à signaler que la France, par sa loi sur les opérations spatiales dès 2008, était plutôt précurseur dans l'exhaustivité des champs couverts par cette loi. Donc il y avait bien la définition d'un statut d'opérateur spatial, ses obligations, mais aussi les sanctions encourues. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant dans cette loi-là, c'est que on retrouve le côté contrôle que moi je connaissais bien du secteur nucléaire ou du secteur aéronautique. Et c'est une loi qui est en constante évolution et mise à jour. La dernière en date de 2024, c'est pour tenir compte de la militarisation de l'espace. On peut aussi inciter par, au-delà des incitations par des obligations légales, on peut aussi le faire par du partage d'informations. Il y a beaucoup de partage sur les outils de modélisation. Les agences spatiales mettent ces outils à jour. Starlink a cherché à améliorer le modèle de la NASA et a dit mettre à disposition aussi le résultat de leurs recherches pour que tout le monde puisse en participer. Moi qui viens de l'aéronautique, j'ai découvert avec grande surprise que il n'y a pas de Space Traffic Management, donc l'équivalent du code de la route, généralisé, globalisé dans l'espace. Il n'y a pas de règles prédéfinies, par exemple, une priorité à droite. Donc, plus les opérateurs participent à des organismes, à des opérations sous Space Traffic Management, plus ils peuvent partager leurs informations de position et ainsi limiter les risques de collision ou aussi partager leurs informations s'ils pensent être en danger de collision, en risque de collision avec un débris. Et comme Émilie avait fait en introduction en introduction de ma présentation, notre ONG Cosmos for Humanity propose un label sur la base des informations publiques d'une entreprise pour permettre de voir comment l'entreprise se positionne sur sa performance environnementale à la fois globale, mais aussi en tenant compte de l'espace. Par exemple, beaucoup d'entreprises sont signataires de la charte zéro débris de l'ESA, mais cette charte n'est pas contraignante. Et le label permet d'aller vérifier si l'entreprise communique des actions permettant de respecter cette charte-là. Donc, elle a défini un outer space footprint, qui est une empreinte
extra-atmosphérique et qui repose notamment, voilà, qui est cohérente avec tout ce qu'on a dit précédemment, la charte zéro débris, permettant en fait, sur la base des rapports de développement durable, de voir ce que font les entreprises. Donc, on est vraiment sur une démarche de promotion de communication, de transparence et de partage d'informations. Et pour conclure, ben, l'espace en vision accélérée, c'est une vision accélérée de la saturation d'un environnement. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas trop de problèmes de densité, même si les débris étaient déjà dès 78 identifiés comme un enjeu. Là, maintenant, on voit qu'on arrive déjà à des limites. La démarche de développement durable existe, elle est bien rodée sur Terre. Toutes les entreprises jouent le jeu, les entreprises du spatial jouent le jeu, mais finalement, ça mesure principalement leurs activités sur la planète. Mais cette démarche-là, comme je vous l'ai montré, a un angle mort qui ne prend pas en compte les orbites basses et l'espace de manière, les orbites de manière générale et l'espace encore de manière plus globale. Donc cette démarche-là, elle peut être facilement étendue. Certains concepts doivent être modifiés à la marge, mais finalement, tout le monde gagnerait à inclure l'espace dans sa réflexion de développement durable. D'ailleurs, certains acteurs essayent d'avoir la promotion d'un 18e objectif de développement durable pour inclure le spatial. Et ma recommandation, c'est que pour toutes les entreprises qui se prêtent à la mise en place de la CSRD, qui est un projet très souvent très chronophage en ressources, en temps, et qui dure souvent sur 2 ans. Et ben, si vous mettez si vous mettez l'espace à votre ordre du jour, même si la première année vous répondez, ben en fait je sais pas trop, ben déjà le fait d'en avoir parlé, ben c'est la technique des petits pas. Ben, c'est-à-dire vous avez déjà commencé à sensibiliser. Et peut-être que la fois d'après, vous aurez plus d'éléments et plus de maturité pour pouvoir agrandir votre démarche de développement durable et inclure l'espace. Surtout si vous le faites dès à présent, ben, vous êtes quelque part précurseur par rapport à d'autres qui ne le font pas. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Fleur. C'était très intéressant. Effectivement, intégrer l'espace au démarrage, ça peut être une option pour avoir une étendue plus large du périmètre de la démarche de développement durable. Et peut-être d'ailleurs que dans les participants, il y aurait du partage d'expériences qu'on pourrait discuter. En attendant, nous avons eu deux, trois questions peut-être. La première de Laurent qui est sur l'empreinte carbone et le cycle de vie d'un satellite. Est-ce que tu aurais, intégrant la phase de lancement, est-ce qu'il y a des analyses qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a des ordres de grandeur que tu pourrais nous partager? Alors, non, je n'ai pas d'ordre de grandeur. Néanmoins, il y a des choses qui se font. La démarche le fameux PEFCR s'appuie sur la logique d'analyse de cycle de vie. Donc, exactement cette démarche carbone sur de la conception des tests au lancement, au retour sur Terre, à la partie exploitation sur Terre. Et c'était justement tout l'enjeu du groupe de travail pour rendre spécifique au spatial, par exemple, cette démarche-là pour le spatial. Donc, c'est pas encore fait. On sait relativement bien le faire sur les activités industrielles sur Terre. Sans surprise, ce qui est le plus polluant, c'est la partie carburant. Hein, c'est l'ergol et tout ce qui va être carburant pour propulser la fusée. Néanmoins, sur la partie complète, ben, c'est encore à mettre en place et à savoir si on est capable de le mesurer. Et donc, l'intérêt aussi de ce côté très coupage des cheveux en quatre que certains peuvent reprocher à la Commission européenne, ça permet par exemple aussi de dire bon, ça on sait pas le mesurer ou on sait qu'il y a quelque chose, ben on va définir une valeur par défaut, donc tout le monde va être impacté de la même façon. Ok. Est-ce qui permet pas forcément d'avoir des plans d'action de réduction ensuite, si on Alors est sur si des... parce que alors ça permettra alors l'analyse de cycle de vie, ça on est dans des démarches
très classique qui est toujours valable. Et là, je vous invite à appliquer ces bonnes pratiques industrielles pour repérer. Il y a des grands plans d'action, on va dire assez classiques, de dire tout ce qui, si on réutilise, ben déjà on va créer moins de débris. Donc le fait d'avoir des lanceurs réutilisables, c'est déjà plus vertueux que d'avoir un usage unique. On va avoir, je pense à une start-up toulousaine qui essaye d'avoir un combustible en fait solide, ce qui permet de ne pas avoir de tank, le mot français, de réservoir solide qui sera un futur déchet. Donc il y a plein d'actions, mais il n'y a pas encore un plan d'action global défini. Par contre, toute D'accord. action, évidemment, contribue. Merci pour ces précisions. Bah, ça tombe bien que tu sois sur cette slide, puisqu'il y a une question d'Anna justement sur la loi sur les opérations spatiales. Est-ce que vous pouvez préciser la prise en compte de la militarisation, pardon, dans cette loi du 3 juin 2008 dans le contexte de durabilité? Ah, non, désolé Anna, là, on arrive au-delà de mes connaissances et de, de l'enjeu de la militarisation. Il faudra aller relire la loi directement. Je suis désolée. Ok. Une question de Christophe sur la génération de débris et d'autres risques directement associés à l'exploitation de l'espace sont-ils identifiés en matière de développement durable? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des débris. Alors Christophe, est-ce que à quel autre Alors, euh, par exemple, un autre la- enjeu de développement durable que moi je vois, c'est le fameux ciel sombre et silencieux. oui, Et donc la coopération internationale et de permettre à la connaissance astronomique de pouvoir continuer à étudier, que les scientifiques puissent continuer à étudier l'espace. Donc ça, il y a évidemment des choses qui sont mises en place. J'ai vu que Starlink avait mis en place avec un observatoire un essai pour pouvoir, au moment du passage au-dessus de cet observatoire, rendre silencieux ces satellites. Donc ça, c'est aussi une preuve de faisabilité. Euh, sombre et silencieux, en fait, c'est un peu antinomique d'un point de vue conception, parce que pour être sombre, il faut être petit. Si on est petit, on va du coup émettre encore plus fort, donc on est très bruyant. A contrario, si on est silencieux, ben, on est passif et très grand, donc on est un peu plus visible. Donc il y a des justes milieux, et après il y a sûrement des solutions justement de s'effacer ou du moins de ne pas émettre sur certaines zones pour pouvoir respecter au maximum, enfin limiter les brouillages ou les interférences avec les observations scientifiques. Ça pourrait être un autre enjeu. Et après, le secteur spatial est soumis à tous les enjeux, on va dire classiques. Hein. J'ai parlé par exemple de la parité. Ça peut être aussi des enjeux de développement durable et d'accès aux télécommunications. Aujourd'hui, on suit un petit peu l'actualité je parle beaucoup de Starlink, mais de Starlink et de la guerre en Ukraine, de dire est-ce que Starlink continuera à proposer ses services de télécommunication non seulement à l'armée ukrainienne, mais aussi aux civils ukrainiens qui n'ont plus les infrastructures pour avoir accès à Internet, par exemple. Ça aussi, ce sont des enjeux de développement durable. complètement. Oui. L'accès aux Bien, terres rares, par exemple, aussi, qui sont toutes les ressources classiques de cette industrie. Plus elle se développe, plus elle rentre en compétition avec l'accès à la ressource primaire et d'autres industries. On retrouve après les grands enjeux classiques du développement durable sur Terre. Merci. Alors, une question qui est déjà orientée solution. Est-ce il existe déjà des technologies, c'est Jean-Noël qui pose la question, qui pourraient participer au nettoyage de l'environnement spatial? Est-ce qu'il y a des pistes? Alors oui, il y a des pistes, il y a des startups qui veulent se mettre en place pour nettoyer l'espace. Alors le détail technologique, je ne l'ai pas. Néanmoins, il y a une vraie prouesse technologique à mettre en place parce que ce que je disais, c'est que ces débris qui naviguent à 7 à 16 km par seconde,
ben, pour aller les approcher, quand on sait à peu près, c'est une densité de probabilité, où est-ce qu'ils sont, c'est déjà une belle prouesse technique. C'est-à-dire s'adoquer à l'ISS qui fait plus de 100 mètres en longueur, 70 mètres fois 30, c'est déjà une prouesse. Alors aller chercher un petit débris ou un petit CubeSat, c'est une vraie prouesse technologique. Il y a aussi après des mesures préventives, c'est-à-dire dans la conception même des satellites, de limiter le risque que dans une collision, ça crée encore plus de débris, c'est-à-dire de rendre plus robustes certains éléments pour éviter qu'ils soient trop rapidement cassés en cas d'impact. Il y a aussi le fait, peut-être en amont, d'anticiper que ce satellite sera peut-être un jour arrimé par un prestataire dans 10 ans qui cherchera à nettoyer l'espace. Donc, ces solutions sont actuellement à l'étude. Ok, merci. Merci beaucoup. On a encore pas mal de questions qui arrivent, alors on va essayer de toutes les traiter. Donc, est-ce que d'un point de vue réglementation, donc tu nous as parlé de justement de l'activité de ton ONG qui peut-être avait une activité d'advocacy, mais est-ce que ça va plus loin avec du lobbying? Est-ce que il y a de nouvelles réglementations qui sont à l'étude? Où en est le Alors, sujet? on va dire déjà la loi sur les opérations spatiales est une réglementation. C'est une loi, donc du coup déjà tous les opérateurs qui exploitent depuis le territoire français, qui veulent proposer leurs services en France, ils sont soumis. On s'aperçoit que les États-Unis aussi commencent à converger. L'Union européenne s'inspire beaucoup de la loi, la LOS, pour mettre en place un, une réglementation qui sera très très fortement convergente et avec la loi française, qui s'appuiera aussi avec le fameux PEFCR discuté précédemment. Et là, ça permettra d'avoir une couverture territoriale plus grande et du coup aussi un poids, c'est-à-dire c'est pas juste pour ceux qui qui proposent des services vers la France, mais vers toute l'Europe. Donc plus on a des opérateurs, plus on a des pays qui s'accordent ensemble, plus on a de poids pour pouvoir réglementer. La réglementation internationale, c'est un peu un sujet délicat parce que en fait, on touche encore plus vite que dans d'autres domaines à des principes de souveraineté et de guerre économique ou de guerre industrielle ou peut-être même de guerre tout court, qui fait que c'est assez difficile de ravoir, comme à l'époque pour le traité de l'espace, autant de pays autour de la table pour se mettre d'accord sur une réglementation contraignante en termes de développement durable. Le traité de l'espace, à l'époque, c'était 119 pays qui, à minima, y adhéraient. Donc, soit ils y adhéraient, ils l'ont signé, ou ils peuvent l'avoir ratifié, et c'était 63 pays qui l'ont ratifié. Euh, le contexte géopolitique me laisse assez pessimiste pour qu'à court terme, on ait un tel exploit, autant de pays signataires d'une réglementation volontariste sur la partie débris. Enfin, sur la partie préservation de l'espace de manière générale et débris en particulier, parce que le débris fait relativement vite consensus sur une nuisance très forte, industrielle et physique dans ce domaine-là. Très bien, merci. Donc, il y a une question de Charles sur les risques à l'activité humaine dépendante de satellites. Est-ce qu'ils sont pris en compte dans la situation des débris spatiaux? Euh, Ben, c'est tout, pour moi, c'est tout le problème de justement la dépendance à l'espace n'est pas structurellement pris en compte de tous les acteurs. C'est-à-dire, si vous vous adressez à des gens très spécifiques, les purs acteurs du spatial, évidemment, ils savent que s'ils ne peuvent pas accéder à l'espace ou si leur satellite se fait immédiatement détruire une fois mis en orbite, ils ne pourront pas assurer leur mission. Donc ça, ils sont très vite conscients, ils sont très bien conscients de leur dépendance à l'espace. Je pense que si vous interrogez un exploitant de réseau de transport électrique qui, pareil, a besoin de services satellitaires pour pouvoir
pour pouvoir assurer la cohérence des fréquences sur le réseau. Peut-être que les techniciens très spécifiques dans le domaine vont le savoir, mais je pense que tout le monde au sein ce type d'entreprise ne sont pas conscients. Donc, c'est vraiment le risque de l'activité humaine. Aujourd'hui, il est complètement sous-estimé. Et à contrario, il ne faut pas non plus devenir, faut pas que ce soit apocalyptique et faire peur. C'est plutôt, est-ce qu'on peut parler du spatial, éduquer les populations à tout niveau pour leur dire que le spatial, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte au même titre que la pollution de l'air, des eaux, des sols. Et à ce titre-là, demander à tous les acteurs, qu'ils soient commerciaux, institutionnels, étatiques, de mettre en place des politiques globales de protection qui incluent l'espace. Merci, merci Flore. Je crois que je vais devoir arbitrer. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Donc le CNES, notamment, gère tout ce qui est l'impact des bases de lancement. Enfin, en tout cas, pas gère, mais intègre ces dimensions dans sa stratégie de développement durable. Ça, c'était pour une question qui était posée sur la base en Guyane. Après, il y a une question aussi sur ton fonction. Enfin, je vais essayer de poser deux questions en une. C'est d'une part, enfin, qu'est-ce qu'il faut pour être labellisé avec le label que vous avez développé au sein de Cosmos for Humanity et plus d'un point de vue gouvernance, comment le travail de l'ONG et ses financements peuvent être impactés par finalement le backlash ressenti un peu au niveau international et surtout les programmes fédéraux aux US euh, qui, euh, qui peuvent avoir un impact finalement sur votre travail et qui peuvent Alors, bloquer l'accès à certaines données publiques. Bon, désolé, ça fait pas mal de questions. voilà. Alors, le CNES et de manière générale toutes les agences spatiales, ce sont des purs acteurs du spatial. Ils sont évidemment conscients et ce sont les premiers à donner énormément d'éléments pour préserver le spatial. Donc, ce sont nos meilleurs alliés de manière générale. Donc ça, on évidemment, ils en tiennent compte. Par contre, ils sont pas plus de standardisation internationale sur qu'est-ce qui est une information pertinente à communiquer au grand public. Le label, les entreprises doivent rentrer dans une démarche volontaire d'accepter de se faire labelliser. Et là, on fait appel à tous les citoyens membres de l'ONG. Donc, on est à peu près 500 personnes qui acceptent de faire une revue des données publiques. Et quand je dis données publiques, on est vraiment dans le sens information du terme, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver par une recherche Google sur cette entreprise qui existe et qui est une preuve type les rapports de développement durable, la DPEF, la déclaration de performance extra-financière et bientôt la CSRD, qui donnent des éléments en faveur de la protection ou de limitation des impacts dans le spatial. Et c'est sur la base, justement, c'est sur la base de ces revues que tous les citoyens doivent sourcer, en fait, leur avis et c'est un consensus sur tous ces avis-là qui donne à la fin le label. C'est-à-dire que l'information doit être publique. L'avis des citoyens est certes anonyme, mais est encrypté sur blockchain, donc reste public aussi. Donc, ça devrait limiter les risques, et vu que ça doit être sourcé, ça doit limiter les risques de diffamation. Le travail de l'ONG, on est encore suffisamment petit pour passer entre les gouttes des mouvements géopolitiques et d'un risque à court terme de backlash, parce que les entreprises les plus intéressées vont plutôt être les entreprises européennes qui disent comment est-ce que dans un monde où il n'existe aujourd'hui pas de critères pour se différencier si on est un peu plus vertueux qu'un autre, comment est-ce que je peux montrer que moi j'ai plus pris en compte le spatial que peut-être un concurrent. Et ça permettrait peut-être que si on prend France Télévisions, pour citer un exemple comme un autre, si par exemple ils cherchent un prestataire pour leur télécommunication satellitaire, ils peuvent avoir un critère qui dit voilà, au moins cette entreprise-là a joué le jeu et est rentrée dans une démarche. Donc c'est un critère de différenciation, on va dire positif, par rapport à un autre prestataire à coût et performance équivalente. Et l'accès à la donnée publique, là, on est donnée publique dans ce que les entreprises acceptent de communiquer. Et donc, évidemment, toute restriction de communication
est un peu antinomique avec la logique du développement durable qui prône plus de transparence et de communication. Très bien. Ben, merci beaucoup, Fleur. Ça va être notre dernière question. On a dépassé d'1 minute le temps réglementaire. Je remercie aussi Oriane qui a apporté des précisions sur la loi opération spatiale puisqu'elle travaille elle a travaillé à ça en tant que juriste, étudiante juriste. Euh, Merci à tous pour votre participation. On a mis 2 liens dans le chat. Un sur la satisfaction, enfin, un questionnaire de satisfaction sur les rencontres qui nous permettent d'orienter les prochaines et d'aller dans la bonne direction. Et l'autre sur les prochaines rencontres dont l'agenda va se constituer au fur et à mesure. Donc, merci encore à Fleur et à l'ONG. Cosmos for Humanity et merci à tous pour votre présence et bon appétit pour ceux qui déjeunent un peu plus tard que prévu. Au revoir, à bientôt. Merci à tous. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.